Et maintenant, j'ai la très grande joie d'accueillir Kim Ben-Nur. Kim est un homme passionnant et d'une rare humilité. Parti de rien, il a gravi les échelons pas après pas et tous les 2 ans, jusqu'à devenir directeur général adjoint de son entreprise. Et un jour, tout explose. Kim, tu as eu un parcours exceptionnel, où tu as eu tout ce qu'il fallait, tu as coché toutes les cases. Et un jour, tu fais un virage. Que s'est-il passé? J'en avais assez. Bonjour déjà Virginie et merci de l'invitation. Et j'en avais assez en fait de cette vie orientée uniquement objectif. J'avais besoin de plus de sens et pour ça j'ai pris une décision. Et d'ailleurs, en tant que dirigeant, pourquoi nous devons n'avoir aucun regret? Parce que on connaît tous notre date de naissance, on ne connaît pas notre date de mort et entre les deux, c'est ce que moi j'appelle l'instant présent. Et je n'ai pas envie de faire partie de ces personnes qui arrivent à 70, 80 ans et de se dire si j'avais su. Une étude a été faite, 80% des dirigeants ont des regrets à la fin de leur vie. Et d'ailleurs, comment s'est amorcé ce virage dont tu nous parles? J'ai effectivement évolué très rapidement, tous les 2 ans, grâce à ma perspicacité et aussi à ma capacité à poser une question très précise auprès des personnes qui m'entouraient. Mais en 2017, je perds mon père, qui avait 80 ans, qui avait vécu, et 1 an après, je perds ma mère. Et je m'aperçois que même à 45 ans, la vie passe très vite et que je n'avais pas fait ce que j'avais envie de faire. Donc c'est ce qui a été l'élément déclencheur de ce virage. D'accord. Et comment tu l'as préparé? Parce qu'à un moment donné, tu as changé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calmé, moi qui ai une appétence forte pour les neurosciences, j'ai calmé mon reptilien et ma peur d'être asocial et la peur du manque financier, qui sont les peurs que rencontrent la plupart des dirigeants. La peur de manquer d'argent et la peur de ne pas être reconnu à leur juste valeur. Donc, j'ai fait un espèce de sas de transition où je me suis dit comment est-ce que je peux préparer avec différentes sources de revenus me permettant de calmer la peur du manque financier, les investissements immobiliers, les investissements boursiers, du private equity, la prise de participation dans d'autres entreprises, ce qui m'a permis de faire ce virage sereinement. Je ne conseille à aucun dirigeant de sauter de l'avion sans parachute. C'est une hérésie. Et ceux qui vous disent qu'ils l'ont fait, j'y crois peu. Et quel a été ce virage, en fait, finalement? Qu'es-tu devenu après? Alors, ce que j'ai fait ce que j'ai toujours aimé, à savoir accompagner justement les dirigeants. J'en ai rencontré tellement, des dirigeants qui ont gravi les échelons et qui ont construit des empires, mais qui malheureusement ont passé la ligne d'arrivée avant l'heure théorique, par soucis de santé, par burn-out, par soucis mentaux. Et moi, ce que je souhaitais, c'était accompagner ces dirigeants dans une approche holistique, parler de business plan, parler de compte de résultats, pas de problème, mais est-ce qu'on ne parlerait pas d'abord de l'humain? Puisque pour moi, je n'ai jamais vu une entreprise, un concept ou un projet croître ou décroître sans que ce ne soit pas à 100% de la responsabilité de son dirigeant. D'accord. Et pourquoi ce n'est pas... Pourquoi c'est à 100% la responsabilité du dirigeant? Parce qu'il peut y avoir des paramètres extérieurs, la Covid... Il y a énormément de paramètres, en effet, mais j'entends par là ce sur quoi le dirigeant a un pouvoir direct. Il a un pouvoir direct sur sa vision, sa volonté de développer quelque chose, son bien-être, d'être la personne prioritaire dans sa vie avant que ce ne soit l'entreprise. On connaît beaucoup de dirigeants qui passent 6h, 23h tous les jours dans leur entreprise. Leur relation à l'argent est un point important et aussi les clés mindset pour pouvoir trouver cet équilibre et être au centre de cette boussole personnelle et professionnelle. Alors, avant de rentrer dans les détails de que tu nous évoques, comment as-tu fait toi-même pour avoir une carrière aussi linéaire et aussi impressionnante? Tout d'abord, je me suis mis une injonction forte, c'était d'honorer les sacrifices de mes parents immigrés d'Algérie, où on avait une espèce d'injonction qui disait « attention, vous devez faire beaucoup plus que la moyenne française d'origine », j'entends. Et donc, quand on me donnait 10 comme objectif, je faisais 20. Et j'ai réussi ma carrière avec une question. C'est comment tu as fait. J'allais voir des personnes plus compétentes que moi dans leur domaine, je leur demandais comment tu fais, comment tu as fait pour faire ci, comment tu as fait pour faire ça. Bien sûr que beaucoup de gens ne me répondaient pas, mais ceux qui me répondaient me permettaient de me développer dans chacun des domaines et de pouvoir gravir naturellement les échelons. Ça paraît simpliste, mais véritablement, c'est simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Donc ça veut dire que ta qualité principale est d'écouter? D'écouter, une écoute active, de la curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux et je suis aussi quelqu'un qui ne démord pas. Je peux même être agaçant quand je veux quelque chose, je l'ai, puisque surtout ça a commencé à la mort de mon petit frère en 97. J'ai décidé ce jour-là de transformer tout ce que j'allais toucher en or, mais ce n'était pas présomptueux, c'était vraiment de l'ambition par rapport à ma vie, deux façons de faire. Soit je fous tout en l'air, ou soit je décide de faire ce que j'ai envie de ma vie. J'ai pris la deuxième option et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir cette carrière.
Et aujourd'hui, quelles sont pour toi les recettes des dirigeants à succès? Ce sont les dirigeants qui acceptent toutes les facettes de leur personnalité. Ça veut dire que ce sont les personnes qui vont être en mesure de se poser au centre d'une espèce, je prends l'image de la boussole, et qui vont respecter 4 points cardinaux que j'ai analysés sur toute ma carrière, qui vont être ces 4 points nous permettant de trouver l'équilibre entre le pro et le perso. Tout d'abord, sa vision. Quelle est la vision du dirigeant? De l'assumer quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, trop peu de dirigeants assument. C'est-à-dire que si vous souhaitez développer un empire, assumez-le. Si vous souhaitez que votre nom soit écrit en lettres d'or, assumez-le. C'est votre objectif, c'est votre vie. Que ces personnes-là incarnent leur vision. Ensuite, leur bien-être. Ils doivent passer en priorité, bien manger, bien dormir, bien bouger. Je ne suis pas là pour être un moraliste sur le sujet. Les bases que l'on connaît tous, mais qu'on applique trop peu, puisqu'on est pris dans le système. Ensuite, la relation à l'argent. Quand le dirigeant comprend que l'argent est un flux constant et non pas un stock, ça fait une grande différence dans sa relation à l'argent et l'objectif est ailleurs. Et ensuite, les clés mindset. Quelles sont les clés de l'état d'esprit à avoir pour rester le plus souvent au centre de cette boussole et éviter de se perdre? Ah, génial. Et quel est le rapport avec le désert? Pourquoi est-il une place très importante de ta vie? Parce que quand j'ai perdu mes 2 parents, j'avais besoin de faire une pause. Moi qui étais toujours entre les lounges d'aéroport et les avions et les salles de réunion, j'avais besoin de me poser et d'être déconnecté de ce monde. Donc ne pas avoir de réseau pour pouvoir écouter ce que ma petite voix intérieure me disait. Et j'ai trouvé la possibilité d'aligner un protocole qui est l'alignement des 4 C, corps, cœur, conscience, cerveau. Plus de pollution visuelle, plus de pollution auditive, donc se retrouver avec soi. Et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Depuis, j'ai emmené plus de 500 personnes dans le désert du Sahara, avec des groupes et autres. Et l'avantage, c'est que contrairement à des salles de réunion à Paris, à Dubaï, à New York, à Johannesburg, peu importe dans le monde, là, on est obligé d'être face à soi, puisqu'on n'a pas l'échappatoire de j'ai reçu un mail, j'ai un coup de téléphone, ou je dois faire bonne apparence devant mes pairs. Là, on est face à soi dans le désert et on parle vrai. On est dans ce que j'appelle la zone de sincérité radicale. Qu'est-ce que c'est la zone de sincérité radicale, si tu veux aller un peu plus loin? Bien sûr. On a souvent entendu parler en management, en leadership, en coaching et en développement personnel, zone de confort, zone d'inconfort, zone d'apprentissage. Oui. Moi, je pense que la zone de sincérité radicale, c'est là où on ne triche pas avec soi. On est complètement honnête avec soi-même. Et on n'a pas besoin d'être face au projecteur. C'est juste face à soi en se disant, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Si je veux construire un empire, je construis un empire. Si je veux, la fameuse phrase « aller élever des chèvres dans le Larzac », ça me regarde, je fais ce que je veux. Mais c'est d'être sincère avec soi et aussi d'aller explorer ses côtés sombres, parce qu'on a tous des côtés sombres aussi, et de les assumer, de les accueillir et de travailler sur ces points-là pour ne plus avoir ce qu'on ne veut plus. Très clair. Et toi qui es issu de la diversité, en quoi tu as fait de cette diversité ta force? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je me suis mis une injonction personnelle. Je devais devenir footballeur professionnel et malheureusement, je n'avais pas les clés du mindset. Donc, cet échec m'a fait devenir en colère vis-à-vis de moi-même. Donc, moi, j'ai été drivé par la colère. La colère d'être différent des autres dans le regard des autres, dans mon prénom, dans mon nom, même si je suis français et j'adore la France et j'adore aussi l'Algérie, on me disait par le regard que je devais faire plus. Donc, il y a eu une colère qui a été mon driver pendant très, très, très longtemps. Et je me souviens d'une discussion qu'on a eu ensemble aussi. Et il y a eu un déclic un jour qui m'a fait comprendre que cette colère pouvait être un moteur, mais aussi un saboteur à un certain moment. Et à un certain âge, j'ai décidé de transformer aussi cette colère, mais ça a été pendant très longtemps mon moteur pour calmer les peurs que j'avais, pour essayer de répondre à des injonctions que je m'étais fixées, à savoir honorer les sacrifices de mes parents, réussir socialement aussi, parce que je voulais aussi réussir ma vie. J'aime les belles choses, j'aime le voyage, j'aime les belles maisons, j'aime les belles voitures. Et tout ça m'a permis d'évoluer très rapidement jusqu'à un certain point, le jour où j'ai perdu mes 2 parents et que j'ai fait ce virage. Et d'ailleurs, quand tu dis que ça peut avoir un pendant négatif, qu'en était-il chez toi? Le perfectionnisme exacerbé et la notion d'injustice, c'est-à-dire que quand on est dans une espèce de sentiment d'injustice constant, on est à l'affût de tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On monte dans sa tour d'ivoire et puis on se construit un rempart et puis on devient monsieur parfait. Moi, à défaut d'être devenu footballeur professionnel, j'ai cherché à devenir fils professionnel avec tout ce que ça comporte. Donc, je me suis mis une pression. Donc, la pression était beaucoup trop forte. Et à un moment, on lâche prise et on transforme cette colère par de l'amour inconditionnel. Et puis là, tout s'aligne naturellement et ce n'est pas incompatible, malgré le fait qu'on est dans une société où on est bombardé d'informations et on est sous les projecteurs constamment, surtout à ces niveaux de responsabilité. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à toutes les personnes qui se sentent en colère, victimes d'injustice?
C'est encore une fois d'assumer 100% des responsabilités et de comprendre une chose. Moi, jusque 40 ans, j'ai cherché à me remplir. C'est l'image du sablier. Je cherchais à me remplir pour les titres, les médailles, la réussite, ce qui est très bien, je ne cracherai jamais dans la soupe. À un moment donné, la sagesse de l'âge ou l'âge avançant, on retourne le sablier et on aspire à autre chose, plus à donner et à distribuer. Ce que je dirais à ces personnes, c'est d'assumer pleinement, encore une fois, et de redéfinir clairement la notion de la réussite. Jusque 40 ans, la réussite, c'était une réussite extérieure pour l'approbation de l'externe. Et après 40 ans, j'ai décidé de dire, ma définition de la réussite, c'est d'être totalement moi. Donc j'inviterai ces personnes-là à comprendre une chose, c'est qu'être soi, c'est non négociable. Plus vite vous serez vous-même, plus vous serez épanoui dans votre vie. Ah, magnifique, j'adore ces messages. Merci. Et que dirais-tu aux dirigeants qui ont le sentiment de tout porter à bout de bras? Que déjà, ça fait partie de la mission, mais surtout qu'ils ne sont pas seuls. Et le jour où on comprend ça, et il y a beaucoup de groupes, de dirigeants et autres, mais cette notion de sincérité radicale, de venir déposer les vraies problématiques de la surcharge mentale, de la problématique financière, de la trésorerie qui n'est pas là, de la concurrence qui est trop complexe, de le management, le recrutement des personnes, tous ces éléments-là, c'est pas parce qu'on a le titre de dirigeant qu'on est un super-héros. Un dirigeant n'est pas un super-héros, c'est un être humain, un être de chair, de sang et d'émotion qui doit justement vivre et gérer avec cette notion d'émotion. C'est très important de partager ces émotions. Et ce que je dirais, c'est que contrairement à ce qu'on laisse sous-entendre, la notion de vulnérabilité vient contribuer à l'authenticité du dirigeant. Et vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse. Et pourquoi avons-nous le sentiment que les hommes ont plus de mal à assumer leurs émotions que les femmes? On pourrait en faire une émission à part entière sur le patriarcat et surtout moi d'origine maghrébine avec le machisme exacerbé de facto dans la tradition. Il y a ces injonctions de dire l'homme doit être le garant du foyer et autres. Mais aujourd'hui, dans le patriarcat, la vraie patronne, si je puis dire, c'est la femme. Et quand on trouve son équilibre comme j'ai pu le trouver, j'ai aussi fait ma carrière grâce à mon épouse qui m'a aidé dans les moments difficiles. J'ai su poser ma tête sur son épaule et écouter des conseils avisés de sa part alors qu'elle n'était pas du milieu. Et c'est cette notion justement de vulnérabilité qui ne veut pas dire faiblesse, qui permet de se replacer au centre de sa boussole et de trouver cet équilibre et aussi d'aligner son business à sa personne et inversement. Et les plus grands de ce monde que j'ai étudié le font et c'est pour ça que je suis devenu maintenant mentor de dirigeants, coach de dirigeants et je les accompagne dans ce sens-là. Merci beaucoup, Kim, pour cette petite introspection. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci à toi, c'était top.